Nous allons travailler sur 4 grandes familles d'outils qui peuvent vous permettre d'intervenir, de développer une action d'intervention si un des jeunes de votre école est victime de harcèlement. L'intervention, c'est quelque chose d'important. Benoît Galland en a parlé, Jean-Pierre Bellon et Benoît Gardette ont bien expliqué qu'un dispositif de prévention doit être assorti d'un dispositif d'intervention. Il est important que quand un jeune vient parler d'une situation, elle puisse être prise en charge par les adultes de l'école. Cette intervention, elle va devoir être définie comme une stratégie d'équipe dans le cadre d'une intervention plus globale de prise en charge de la situation, et c'est l'équipe qui va devoir déterminer ce qu'elle fait. Ces outils que nous vous proposons composent une boîte à outils, et c'est vous qui irez y piocher et qui sélectionnerez les outils qui sont intéressants pour vous. Quand il y a une situation de harcèlement qui apparaît, d'abord c'est la prendre en considération au sein de l'établissement scolaire et ne pas la banaliser et ne pas se déresponsabiliser du côté des adultes. C'est de l'entendre et de la prendre en considération. De se dire qu'on va devoir mettre quelque chose en place de manière plus globale. Il ne s'agit pas de traiter juste un cas isolé. Il y a une dynamique au sein de l'école qui permet au harcèlement de se déployer et donc il va falloir mettre durablement quelque chose en place pour la suite. Il s'agit d'accompagner, bien entendu, le phénomène du harcèlement qui sonne l'alerte finalement par rapport à un dysfonctionnement général de l'institution et où il faut effectivement prendre l'ensemble du groupe classe en charge puisque, comme je l'ai dit, le harcèlement scolaire est une dynamique de groupe d'abord. Et donc ne surtout pas considérer qu'on ne va soit isoler celui qui est harcelé et le changer d'école sans lui permettre de faire une expérience plus positive par rapport à ce qu'il a vécu, ne pas sanctionner purement et isoler celui qui est harceleur et le renvoyer de l'école parce que la dynamique est la même, finalement il risque très fort de reproduire ce qui s'est passé dans un autre établissement scolaire et on n'a absolument pas du tout résolu le problème. Et comme je l'ai dit, il y a des techniques qui sont efficaces, comme la méthode PICA, qui permettent effectivement de prendre ces phénomènes en charge, en se centrant à ce moment-là sur des entretiens, effectivement, avec l'agresseur, mais aussi l'agressé, pour redynamiser chez eux des enjeux d'humanité, de lien à l'autre, d'empathie, de soutien, qui font défaut dans le groupe. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut distinguer pour moi, quand je regarde les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, il faut vraiment distinguer deux choses. Il y a ce que je vais appeler la réaction à court terme. Il se passe un événement dans ma classe ou dans la cour de récré, je vois quelque chose, qu'est-ce que je fais? Et puis il y a, ok, j'ai des soupçons, parce que j'ai vu des choses se passer plusieurs fois, j'ai des soupçons de harcèlement. Je vois qu'il y a un élève qui est isolé, il n'est pas bien, j'ai des parents qui sont venus me parler ou j'ai un élève qui est venu se confier à moi. Okay, il y a quelque chose qui se passe et je dois intervenir et je soupçonne que c'est du harcèlement, qu'est-ce que je fais? C'est deux cas de figure qui, pour moi, sont complémentaires mais qu'on peut distinguer. On a un nombre croissant d'études assez récentes qui montrent que la réaction des adultes dans l'école quand il se passe un événement entre les élèves, elle est fondamentale. Donc si je vois une agression, si je vois une moquerie, si je vois un mauvais traitement d'un élève vis-à-vis d'un autre, plus j'interviens, plus j'ai un effet préventif. Donc une intervention immédiate pour recadrer, sans prendre nécessairement la peine de savoir les tenants et les aboutissants de tout, mais je vois quelque chose qui ressemble à de l'agression ou une insulte ou quelque chose, j'interviens en disant « stop, non ». Okay. Après, est-ce qu'il faut sanctionner, etc. Mais il y a cette réaction-là, à ce moment-là. Ne pas laisser passer. Ne pas faire comme si c'était rien passé, comme si on n'avait rien vu. Et ça semble vraiment avoir un effet. Plus les enseignants font ça, dans les classes, dans les écoles, moins il y a des problèmes de harcèlement. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comme si les élèves décodaient la posture des adultes et la position des adultes par rapport à l'action du harcèlement et du respect des uns des autres, de leur capacité à réagir et à repérer les situations comme ça, des petits événements qui se passent au quotidien. Et plus je laisse faire, plus il risque d'y avoir des problèmes de harcèlement. Ça, c'est un peu l'idée de base. Après, il y a une situation un peu plus compliquée. Ok, là, on n'est pas juste sur « ok, il s'est passé un petit incident et je suis intervenu pour mettre le haut là ». On se demande, il y a des gens qui ne vont pas bien et on se demande s'il n'y a pas une situation de harcèlement. Ce qu'on peut dire globalement, c'est qu'il y a une palette d'actions qu'on peut mettre en place. Il y en a une qui semble vraiment pas adaptée aux situations de harcèlement. Elle a d'autres avantages, c'est la question de la médiation par les pairs, ou la médiation en général. La médiation, c'est l'idée qu'il y a deux personnes plus ou moins sur pied d'égalité
qui sont dans une relation et qui vont essayer ensemble de trouver une solution. Mais ça, ce n'est pas du tout la configuration du harcèlement. Le harcèlement, c'est une situation d'abus et de déséquilibre de pouvoir. Donc, même si on travaille, qu'on est là, qu'on est présent, il y a toujours ce risque que la situation, la relation, elle soit twistée et qu'il y ait une influence du harceleur sur la victime qu'on n'a pas repérée et qui soit là dans la recherche de solutions. Donc la médiation, ça semble plutôt, pour pas mal de spécialistes, ça semble plutôt une situation qu'il vaut mieux mettre de côté, sachant qu'on a en fait une gamme de stratégies qu'on peut déployer. On peut faire des choses vis-à-vis des auteurs de harcèlement, on peut faire des choses vis-à-vis des victimes et on peut faire des choses vis-à-vis des témoins. C'est très cohérent avec ce qu'on a expliqué sur qu'est-ce que c'est le harcèlement et comment ça se déploie, etc. La première méthode d'intervention, c'est évidemment de travailler avec la victime elle-même. Il faut éviter de déresponsabiliser la victime en disant qu'elle est partie prenante de la chose et c'est chouette de lui donner des outils pour qu'elle puisse sentir qu'elle a les moyens d'agir et reprendre du contrôle sur sa vie. Il y a deux grandes familles de travail. La première, ce sont les entretiens individuels. On va travailler avec le jeune sur sa posture, sa manière de réagir, sa manière de prêter ou pas le flanc au harcèlement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Comme l'a dit Benoît Galland, on ne cherche pas à responsabiliser la victime. On ne dit à aucun moment que c'est de sa faute, évidemment. Ça n'est pas de sa faute. Mais on peut lui permettre d'adopter des attitudes qui vont faire en sorte de décourager le harcèlement à son encontre. Pour ce faire, on peut utiliser par exemple, c'est un outil intéressant, les outils des thérapies comportementales, cognitives et émotionnelles, les TCCE. Ces outils permettent de travailler sur l'émotion qui est générée chez le jeune par telle ou telle situation et sur la manière dont il peut lui-même adapter son comportement pour ne plus prêter le flanc à des situations de harcèlement. Une autre chose qui est très intéressante pour travailler avec les victimes, c'est de travailler en groupe avec elles, de travailler avec elles sur le développement des compétences psychosociales, de l'assertivité, du positionnement, de la communication non violente, de l'estime de soi, etc. Pour ça, le groupe est aussi un outil thérapeutique, est aussi un outil pédagogique. Et donc, il est intéressant de faire des groupes de soutien de jeunes qui ont été victimes ou témoins de harcèlement, puisque entre jeunes, ils vont se soutenir et ils vont apprendre à réagir autrement. La deuxième grande famille d'outils pour intervenir, c'est de travailler avec les auteurs. Alors, on a aussi deux types d'outils. Le premier, ça peut être d'utiliser tous les outils de l'arsenal disciplinaire que l'école a à sa disposition. Parfois, il peut être intéressant de punir un jeune pour lui donner, à lui, et pour donner au groupe, l'indication très claire que l'école n'accepte pas les actes qu'il a perpétrés sur une victime. Quand les faits qui se passent dans le cadre de la situation sont vraiment graves, évidemment qu'il va y avoir un dépôt de plainte, évidemment qu'il va y avoir une punition, parfois une exclusion temporaire, parfois une exclusion définitive des jeunes qui sont les auteurs principaux. Mais ce qui s'applique quand les faits sont très graves, en fait, s'applique beaucoup moins bien quand les faits sont des faits classiques de harcèlement, c'est-à-dire des faits qui entraînent la souffrance de la victime, mais qui ne seraient pas, on va dire, pénalisables. Dans cette situation, la punition fonctionne très mal, et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, on le sait, la punition, quand on punit certains auteurs de harcèlement, on va en fait fédérer le groupe contre la victime. Ça, tous les professionnels de terrain le savent, les enseignants, les éducateurs, tous les personnels qui interviennent dans ces situations savent que punir les auteurs, c'est prendre le risque très important de fédérer le groupe contre la victime. C'est à cause de toi qu'ils ont été exclus, c'est à cause de toi qu'ils ont des problèmes. Par exemple, quand nous intervenons dans des situations de harcèlement, une des premières choses qu'on doit faire, quand il y a eu exclusion de jeunes de l'école, c'est d'expliquer aux jeunes qui désapprouvaient le comportement des auteurs, de leur dire ce n'est pas parce que vous avez parlé qu'ils ont été exclus, c'est à cause de ce qu'ils ont fait qu'ils ont été exclus. Ça, c'est un très grand travail à mener et on est obligé de le faire. Donc, la première chose, c'est qu'on risque de fédérer le groupe contre la victime. La deuxième chose, c'est qu'en droit, depuis toujours, la punition est individuelle. Je ne peux être puni que pour ce que j'ai fait moi. Je ne peux pas être puni pour ce qu'un autre a fait. Donc, la punition est individuelle, mais le phénomène du harcèlement est un phénomène collectif. Alors, qui va-t-on punir ? Est-ce qu'on punit uniquement les auteurs principaux ? Est-ce qu'on punit ceux qui ont cautionné, participé de temps en temps ? Est-ce qu'on punit ceux qui ont participé de manière plus irrégulière ? Est-ce qu'on punit ceux qui n'ont rien dit ? Qui doit-on punir ? Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles souvent le groupe se fédère contre la victime, c'est parce qu'il y a un sentiment d'injustice quand on punit les auteurs principaux, mais que les jeunes qui ont participé, en likant, rigolant, en participant de temps en temps, en bousculant, en humiliant, ces jeunes-là, il ne leur arrive rien.
Et donc, c'est vraiment la deuxième raison pour laquelle ça ne fonctionne pas très bien, c'est que la punition est individuelle, le phénomène est collectif. La troisième raison pour laquelle la punition ne fonctionne pas très bien en situation de harcèlement, c'est parce qu'en fait, quelle punition pourrait réparer ce qui est arrivé à la victime ? Nous, les adultes, on s'imagine souvent que le premier désir des victimes, c'est de voir leurs agresseurs punis. Exclus de l'école, punis sévèrement. Et on se dit souvent que la victime ne sera pas restaurée dans son intégrité d'avant le harcèlement tant que l'auteur n'aura pas été puni sous ses yeux. Dans la réalité, et nous on rencontre beaucoup de situations, et nos collègues tout pareil, le premier désir des jeunes, c'est de reprendre leur place dans le groupe. Ils ne veulent pas spécifiquement que les auteurs soient punis. Ce qu'ils veulent, c'est que le harcèlement s'arrête, éventuellement que les auteurs principaux leur présentent des excuses ou essayent de trouver une réparation. Mais ce n'est pas que les auteurs soient punis. Et donc, en réalité, l'approche restauratrice, l'approche réparatrice est beaucoup plus porteuse dans ces cas-là que le système de punition. C'est pourquoi, nous, quand on met en place des interventions dans les écoles, on intervient souvent grâce à des méthodes non blâmantes, donc des méthodes qui ne visent pas à chercher les auteurs et à les punir, des méthodes qui cherchent plutôt à rétablir la dynamique de groupe, à rétablir le bien-être au sein du groupe et la confiance de tous les jeunes. On peut aussi, avec l'auteur, imaginer un processus de réparation. C'est-à-dire que dans les formes de sanctions qu'on a, donc, tout à fait du tort à des gens, tu as aussi un peu bousillé le climat de la classe, qu'est-ce qu'on va faire pour que voilà, tu vas réparer un peu tes torts vis-à-vis de la personne ou les personnes que tu as fait souffrir, et puis par rapport au groupe, comment est-ce que tu peux retrouver une place, voilà, y compris avoir peut-être des stratégies pour redonner vraiment une place, c'est-à-dire une place positive à cette personne dans la classe, et tourner la page et passer à autre chose. On peut aussi travailler avec les jeunes agresseurs, en élaborant avec eux des moyens pour que toute l'attention et toute la reconnaissance dont ils bénéficient dans leur rôle d'agresseur, ils puissent continuer à en bénéficier, mais dans un autre rôle. Comment faire en sorte que ces jeunes puissent avoir aussi de la reconnaissance, aussi de l'admiration des autres, mais en ayant des comportements positifs. Dans les méthodes d'intervention, ce qui est intéressant également, ce sont les méthodes d'intervention qui partent du principe que le harceleur lui-même est embarqué dans cette dynamique de groupe, est embarqué dans ce sentiment de peur dominant et n'arrive pas lui-même à savoir comment sortir de cette situation sans y perdre des plumes. Les interventions qui visent à sanctionner, qui visent à pointer le harceleur, sont relativement inefficaces puisque par rapport effectivement au monde des adultes, il a transgressé et donc il gagne une certaine aura par rapport à l'ensemble du groupe. Et ce sont des interventions qui n'agissent pas sur la dynamique de groupe non plus. C'est problématique. Et donc les interventions qui sont développées, notamment en Suède, quand il y a un phénomène de harcèlement qui s'est déjà installé, partent du principe que l'agresseur lui-même a une capacité d'empathie, est aussi dans un sentiment de peur, n'arrive pas à sortir de cette situation mais pourrait le désirer et pourrait devenir effectivement un partenaire pour veiller également sur le jeune qui est harcelé, d'en faire un partenaire actif, mais en lui proposant un autre rôle, un rôle qui est effectivement de prêter attention à celui qui est en difficulté et de voir ce qu'il peut faire pour l'aider. Et souvent, on arrive à des situations où on inverse la dynamique. D'autant plus que, comme je l'ai dit, souvent, c'est une dynamique de groupe, donc il y a un, mais parfois plusieurs leaders, plusieurs agresseurs qui sont présents. C'est encore plus difficile d'intervenir en essayant de désigner un coupable et de le punir et de l'exclure, quand en plus de ça, ils sont nombreux. Plus la classe participe finalement au harcèlement, plus les écoles se sentent démunies dans une intervention coercitive. Et donc intervenir en rencontrant les harceleurs pour les sensibiliser à la souffrance de celui qui est agressé et de voir dans quelle mesure ils peuvent effectivement venir l'aider, venir le soulager, intervenir de cette manière-là, va désolidariser le groupe des agresseurs et va apporter de la nuance dans l'attitude des uns et des autres. Alors, ça nécessite bien entendu des gens qui sont formés à ça, mais il existe des techniques qui permettent de former les éducateurs et les professeurs eux-mêmes. Ça nécessite de la persévérance, ça nécessite effectivement
d'avoir des outils d'intervention, mais qui sont connus, qui sont développés. Il y a notamment la méthode PICA qui existe et qui est très efficace. C'est simple, ça marche, mais c'est vrai que c'est un autre paradigme que celui dans lequel nous travaillons d'habitude. Alors il y a bien sûr des exceptions, il y a bien sûr des jeunes qui résistent, il y a bien sûr des jeunes qui sont dans une évolution plus psychopathique, qui ont un trouble de la personnalité, où il y a effectivement à ce moment-là la loi qui doit intervenir. Ça, c'est de nouveau le rôle de la direction. Et il y a des situations où il faut effectivement sanctionner, punir, exclure, mais ça devient effectivement minoritaire par rapport au phénomène du harcèlement qu'on peut gérer de manière beaucoup plus humaine, participative, ouverte, et de justement permettre au harceleur de retrouver son humanité, retrouver une capacité d'empathie. Parce que, comme j'ai dit, le décours pour les harcelés n'est pas bon, mais le décours pour les harceleurs n'est pas bon non plus s'il n'y a pas d'intervention. Et donc, il s'agit non seulement de s'occuper de l'agressé, mais également de l'agresseur, pour lui permettre de sortir de cette dynamique finalement. Et puis on a une troisième catégorie d'actions qui sont plutôt des actions sur le groupe, sur les témoins, qui sont ce qu'on va appeler souvent des approches non confrontantes, avec la méthode PICAS, no blame, préoccupation partagée et ses variantes. Et qui là consiste en fait à solliciter des élèves dans la classe, parfois l'auteur de harcèlement, mais c'est une situation un peu plus pour moi délicate au niveau déontologique aussi, et à leur dire, bah, tiens, on est inquiet parce qu'on a l'impression que telle personne ne va pas bien, qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'aider? Et certains jeunes prennent des engagements ou vont essayer de se mobiliser. Et donc là, vraiment, l'idée, c'est d'essayer de mobiliser le réseau des témoins autour de la victime pour qu'elle se sente moins isolée, qu'il y ait une meilleure dynamique qui prenne, que des gens se positionnent autrement et que donc on change la configuration des relations dans le groupe. Qu'est-ce qu'on sait de ces différentes approches? Ben, qu'en fait, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a une de ces stratégies qui est à bannir parce qu'elle ne marche jamais? Non. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est une baguette magique qui permet dans tous les cas de réussir? Non. Et donc, ce que ça veut nous dire, c'est un, elles ne sont pas exclusives, donc on peut les combiner. Et deux, ça veut dire que c'est vraiment, pour moi, en tout cas ma compréhension des choses actuellement, c'est que c'est du cas par cas. Il faut vraiment s'intéresser à quelle est la situation, où en est la victime, qu'est-ce qu'elle nous a dit, qu'est-ce qu'elle souhaite, qu'est-ce qu'on a compris des différentes personnes impliquées dans la situation, et quelle est la bonne configuration de stratégie qu'on va mettre en place cette fois-ci, parce qu'on pense que c'est la façon adéquate de réagir à ce moment-là. Et puis on va faire un suivi pour voir si de fait ça améliore vraiment la situation. Parce comme on n'a aucune garantie que ça va marcher, il faut vraiment qu'on fasse un suivi dans le temps et de se dire, ok, on a fait le choix d'aller dans telle direction, on a mis en place ce qu'on avait prévu, mais est-ce que ça marche? Ok, ça marche, super. Est-ce que c'est réglé? Oui. Est-ce que c'est pas réglé? Non, ça marche pas. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Et qu'on ajuste alors notre stratégie. Mais c'est aussi, ces quelques travaux-là invitent vraiment à sortir de la logique. Ok, harcèlement, voilà la recette. Ça dit plutôt, ça c'est pas la bonne stratégie en fait. D'appliquer tout le temps la même recette à toutes les situations de harcèlement, c'est pas la bonne stratégie. Ça c'est la meilleure stratégie pour louper toute une série de situations. Et c'est plutôt l'idée, ok, il faut qu'on ait des gens capables de faire différentes choses dans notre école, auxquelles on peut faire appel. Et en fonction de la situation et de ce qu'on comprend de la situation, on va dire cette fois-ci, on va avoir recours à un groupe de soutien, cette fois-ci on va sanctionner, cette fois-ci on va sanctionner et travailler avec la victime, et voilà, et trouver chaque fois la configuration qui nous paraît la plus réaliste et la plus efficace, et puis assurer un suivi pour être sûr, parce que je pense que c'est la seule chose qu'on doit vraiment garantir, c'est de faire un suivi pour être sûr que ça s'arrête. Et globalement, ce qu'on peut dire, c'est que plus la prise en charge du harcèlement est globale et plus elle a de chances de réussir. Si vous réussissez à mettre en place dans votre école des outils de prévention générale, des outils de prévention spécifique et des outils d'intervention, que vous réussissez à les faire se marier à la culture de l'école, vous avez gagné le fait de voir le nombre de harcèlements et la gravité des situations de harcèlement diminuer de manière drastique dans votre école. Et donc, cette prise en charge globale, elle est absolument importante.